Dans le dernier peloton, je vous ai demandé de me poser des questions sur les transports dans tous les sens du terme. Il y a eu des questions assez cool, donc j'en ai pris 6 et on va essayer d'y répondre ensemble. Avant de commencer, je te dis juste que pour le prochain épisode, il faut que tu me poses toutes tes questions qui commencent par peloton et qui concernent l'espace, le système solaire, la Voie lactée, les planètes, les étoiles, le soleil, tout ce que tu veux qui se passe au-dessus de nos têtes. Allez, c'est parti! Question 1, peut-on s'accrocher à l'aile d'un avion? Alors je suppose que la question vient du fait que t'as dû regarder Die Hard, où les mecs sautent sur l'aile d'un avion en plein décollage, ils pendouillent devant la turbine sans se faire aspirer, et ils se tapent dessus et ils roulent sur l'aile sans tomber de l'avion. Alors là je te dis tout de suite, non, la scène elle est pas réaliste. Et donc si t'avais en tête en posant cette question le fait d'être accroché à l'aile d'un Airbus A320 en plein Paris-New York, là je vais te répondre non direct, c'est pas possible. Tout simplement parce que notre fameuse A320 a une vitesse de croisière de 900 km/h, ce serait déjà compliqué que tu puisses t'accrocher toi-même à l'aile avec tes petits bras, mais même si t'y es accroché avec du gros scotch ou un dispositif particulier, t'es là, tranquille sur l'aile, tu te prends des rafales de 900 km/h dans la tronche, mais sachant qu'un avion commercial vole en moyenne à 11 km d'altitude, en fait il ferait à peu près moins 60 degrés. Donc je veux bien te voir en short accroché à l'aile à 900 km/h par moins 60 degrés, on verra combien de temps tu survis. Donc on va rester un peu plus raisonnable et on va parler des petits avions d'aérodrome. Ils volent donc pas très haut et pas très vite. Et je vais commencer par vous montrer une petite photo. Alors là, techniquement, faut savoir que la personne elle est pas accrochée à l'aile de l'avion, mais elle est accrochée aux câbles qui maintiennent les deux ailes de l'avion serrées. Mais bref, les personnes qui font ça, ils s'appellent des wing walkers, ce qui veut dire marcheurs sur aile. Et ces gens-là, ils pratiquent cette discipline avec des équipements de sécurité un peu sérieux, et sur des petits avions qui vont en moyenne à 150 ou 200 km/h, et à 1 ou 2 km d'altitude maximum. Donc en fait, dans certaines conditions, oui, c'est complètement possible de rester accroché à l'aile d'un avion. Par contre, c'est pas pour ça que c'est facile, hein. T'as déjà essayé de sortir ta main sur l'autoroute à 130 km/h? Tu sens que ta main elle part vers l'arrière parce que le vent pousse pas mal. Alors imagine faire la même chose à 200 km/h avec tout ton corps à 2 km d'altitude. Il te faut des putains d'abdos. Quels sont les modes de transport les plus polluants en fonction de la distance par passager? Là on triche un peu parce que c'est pas vraiment une question en peloton auquel je peux répondre par oui ou par non, mais elle est assez intéressante pour être traitée. Par définition et pour n'importe quelle distance, le moyen de transport le moins polluant c'est tes pieds. Après il y a un bateau à voile, un vélo, un skateboard. Mais bon là on va éliminer tout ça et on va parler de moyens de transport qui nécessitent de l'énergie extérieure. Dans un rapport qui date un peu, l'Agence européenne de l'environnement, elle a donné des moyennes d'émissions de CO2 par kilomètre pour pas mal de moyens de transport et ça donne ça. Alors toutes les unités que je vais donner sont grammes par kilomètre par passager, c'est juste que j'ai pas envie de répéter ça à chaque fois. On est dans l'ordre à 14 grammes pour le train, 55 grammes pour une voiture moyenne, 68 grammes pour un bus, 72 grammes pour une moto et 285 grammes pour un avion. Alors en regardant ces chiffres, ça paraît assez évident que l'avion est beaucoup plus polluant que les autres. Mais le problème de ces statistiques, c'est qu'ils assument tout le temps que tous les moyens de transport sont pleins à craquer quand ils se déplacent. Et donc que la voiture dont on parle, elle a en moyenne 4 personnes dedans à tout moment. Et c'est là qu'il faut être un peu lucide. En fait, la majorité des voitures du monde, elles ont pas 4 personnes dedans quand elles roulent. Parce qu'elles sont utilisées pour aller au boulot avec une seule personne. Il y a carrément une étude américaine qui a montré qu'en 2017, aux États-Unis, le taux moyen d'occupation d'une voiture à tout moment, c'est de 1,54 passagers. Et donc si tu prends ça en compte dans le calcul du score de la voiture, tu montes plutôt entre 110 et 220 grammes par kilomètre par passager. Et donc on est plus si loin que ça des avions qui essayent d'optimiser au maximum leur remplissage. Le vrai gros problème des avions, c'est ce qui coûte cher en émissions, c'est le décollage. Et donc les avions qui font des petites distances, ils coûtent vachement plus cher en termes d'émissions par passager que les vols longue distance. Mais bon, le problème de ça, c'est que sur un vol longue distance, vu que tu fais plus de kilomètres, tu finis par beaucoup plus polluer. Donc clairement, le train reste le vainqueur incontesté de tous ces moyens de transport, même si dans les dernières décennies, les moyens de transport les plus polluants se sont quand même vachement améliorés. J'ai pas encore parlé du bateau qui est aussi plutôt fort en termes d'émissions par passager, parce que les ferries notamment sont en conditions hyper différentes en fonction des endroits du monde où tu te trouves. Donc si tu prends un bateau assez récent et que tu remplis que de gens à pied avec des sacs à dos, il va être hyper efficace. Alors que si tu prends un ferry des années 50 et que tu le remplis que de grosses voitures et de bus, là, il va polluer beaucoup plus. Et puis bon, y a pas à dire, hein, le bateau, des fois, c'est pas très efficace pour certaines destinations, quoi. Si tu veux faire Paris-Berlin en bateau, bon courage. Peut-on faire des moteurs de voiture avec du nucléaire ? Le premier concept de voiture nucléaire existe déjà. Elle s'appelle la Ford Nucléon et elle ressemble à ça. Et en fait, elle date même de 1958. Et donc la Ford Nucléon, elle comporte un réacteur nucléaire qui fait chauffer de l'eau pour produire de la vapeur à 400 degrés qui est utilisée pour faire tourner des roues. Et donc ça permettait d'avoir besoin de changer la capsule d'uranium qu'une fois tous les 10 000 km environ. Bah ouais, en fait, on a tous entendu parler des sous-marins nucléaires et des porte-avions nucléaires. Si t'en as pas entendu parler, j'ai fait une vidéo dessus. Et le premier sous-marin nucléaire ever, il est sorti en 1958.
1954. Et donc chez Ford, ils ont assez naturellement fait plein de calculs pour essayer de rentrer tout ça dans une voiture. Et ils ont à peu près réussi. Mais alors pourquoi on n'en a pas encore vu la couleur? À l'époque où c'est sorti, il y avait les tout premiers questionnements en termes d'écologie et d'utilisation du pétrole. Et le nucléaire était déjà vu comme quelque chose de pas forcément dingue pour l'environnement. Donc en fait, c'est à cause d'une réticence généralisée du public que le concept est pas vraiment allé plus loin. Fast forward jusqu'à 2009 où Cadillac a sorti un nouveau concept de voiture nucléaire. La Cadillac WTF. What the fuck? La World Thorium Fuel. Et là, c'est une voiture qui roule au thorium et plus à l'uranium. Donc elle utilise pas la même technologie que les sous-marins. Et le réacteur au thorium, il est beaucoup plus petit que celui à l'uranium. Donc il peut se miniaturiser et il pourra rentrer dans une voiture beaucoup plus facilement. Et cette voiture-là, elle pourrait rouler un siècle sans jamais être chargée. Ensuite, il y a aussi Audi qui s'y sont mis avec la Audi Mesartim F-tron Quattro. Je sais même pas si je le dis bien tellement il est long ce nom. Donc bref, si tout le monde est en train d'essayer, pourquoi on en a pas encore? Bah c'est simple en fait, le nucléaire, c'est méga dangereux si c'est pas sécurisé correctement. Et les technologies nucléaires embarquées pour l'instant elles sont beaucoup trop sous-développées. Dans une centrale nucléaire, il y a des énormes boucliers anti-radiation de partout. Et pareil dans un sous-marin, c'est des énormes pièces métalliques ou du béton et ça pèse des tonnes et des tonnes et des tonnes. Bah dans une voiture, c'est un peu plus dur de mettre des boucliers qui vont peser des dizaines de tonnes. Et même si on y arrive, t'imaginerais ce qui se passerait si une protection pète pendant un accident de voiture? Tu serais content d'avoir une autoroute avec des voitures nucléaires qui passent à côté de chez toi. Bref, on n'a pas vraiment parlé de la partie écologique parce que c'était pas la question. Mais en plus, si tu prends le débat actuel sur la génération d'électricité via le nucléaire et que tu dis que tu vas les mettre dans des voitures, alors là tu multiplies tout par 1000. Donc résultat, c'est beaucoup trop compliqué et dangereux de mettre du nucléaire dans des biens de consommation de masse comme les voitures. Peut-on transporter des choses dans des portails comme dans Stargate? Stargate, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout un univers qui est basé sur le fait qu'on peut voyager dans des portes des étoiles. Et donc on peut voyager entre galaxies dans des mondes hyper lointains. Et le truc c'est que cet univers, il est inspiré de la physique des trous noirs. Mais aussi un petit lien dans la description d'une vidéo qui explique ce que c'est qu'un trou noir. Et ces trous noirs, ils seraient potentiellement utilisables pour générer des tunnels dans l'espace-temps. Donc déjà, pour comprendre cette phrase, il faut comprendre ce que c'est que l'espace-temps. Ce concept, il vient de la théorie de la relativité restreinte d'Einstein. Il dit tout simplement qu'une distance parcourue dépend de la vitesse à laquelle tu la parcours et du temps de parcours. Mais que peu importe la vitesse à laquelle tu puisses aller, la vitesse de la lumière qui t'arrive, c'est la même. Et en fait, la mise en lien de ces deux phrases implique que l'espace est relatif au temps. Donc en fait, que ça forme une seule entité qui s'appelle l'espace-temps. Et bref, on trouverait des tunnels dans cet espace-temps qui ont un nom scientifique qui s'appelle les ponts de Einstein-Rosen. Tout simplement parce que c'est Albert Einstein et Nathan Rosen qui ont proposé leur existence en premier. Et donc ces messieurs, ils pensent que l'espace-temps est courbé. Donc qu'il y aurait possibilité de prendre des raccourcis pour aller d'un point A à un point B, un peu comme si tu voulais aller en Nouvelle-Zélande en creusant un tunnel sous tes pieds plutôt que de faire le tour de la Terre. Normalement, vu que c'est moins long en termes de distance, ça devrait te prendre moins de temps. À part que là, dans le cadre des tunnels de l'espace-temps, au lieu de changer juste de référentiel physique d'espace, tu vas aussi changer ton référentiel de temps pendant ton déplacement. C'est là que ça devient un peu compliqué. Bref, sans rentrer dans les détails complexes, la théorie d'Einstein-Rosen, elle rend impossible le voyage dans ces fameux tunnels. Tout simplement parce que le tunnel que tu dois traverser, en son centre, il est de diamètre 0. Tu peux pas passer. En fait, tu serais écrasé dans le tunnel. Mais c'est là qu'il y a deux autres bonhommes qui ont débarqué. Ils ont repris la théorie d'Einstein-Rosen et ils ont mis un autre nom dessus. Ils ont appelé ça les trous de verre. Wormhole en anglais. Et eux, ils ont carrément comparé l'espace-temps à la mer. En gros, si t'es dans un avion à 10 km de haut, la mer, elle te paraît toujours calme. Même s'il y a une tempête ou il y a des grosses vagues, tu les verras pas. Tu verras peut-être des petits points blancs. Bah, c'est la même chose pour l'espace-temps. Plus t'es éloigné et que t'as une vision lointaine de la chose, plus il te paraît lisse et immuable. Mais si tu t'en approches et que tu mets le nez dedans, tu vas commencer à avoir des fourmillements et une espèce d'écume. Avec plein d'agitation et puis des petits tunnels de partout. Et donc la petite anecdote, c'est que c'est pour ça que dans Stargate, la porte des étoiles, c'est une espèce de surface d'eau avant qu'elle s'ouvre. Bref, en gros, l'espace-temps pourrait ressembler à ça, mais ça nous avance pas vraiment sur le fait de pouvoir le traverser ou pas. Il a fallu attendre 2019 pour qu'une nouvelle étude sorte de Harvard, pour dire qu'en fait, si ce serait potentiellement faisable de traverser un trou de verre. Je vais mettre le lien de l'étude en description pour celles et ceux qui ont envie de la regarder plus en détail. Mais en gros, la conclusion, c'est que techniquement, oui, on va pouvoir passer, mais en fait, ce serait inutile parce que ça prendrait plus de temps de traverser le trou de verre que d'y aller directement en faisant le tour. Donc en fait, c'est plus du tout un raccourci. Et encore une fois, tout ça, ça reste une théorie mathématique. Il n'y a rien qui a été testé pratiquement dans le monde réel. Donc non, pour l'instant, on est assez loin de se balader via les portes des étoiles. Peut-on conduire grâce à la pensée ? Quand ton cerveau dit à tes mains de tourner à droite ou tourner à gauche, il envoie des signaux électriques qui sont transportés dans ton corps et qui déclenchent l'activité musculaire. Donc si on veut conduire par la pensée, on pourrait se dire que le truc à faire, c'est juste de capter ces signaux électriques, les analyser pour bien comprendre ce qu'ils veulent dire et reproduire les mouvements que tu aurais fait avec tes bras directement sur le vol. Alors le problème numéro 1, c'est que déjà c'est un peu compliqué d'avoir exactement les mêmes signaux que si tu allais tourner les bras pour de vrai, parce que tu vas juste penser à faire le mouvement, tu vas pas vraiment le faire. Et le fait est que des machines d'analyse des signaux électriques du cerveau, ça existe
existe déjà. Ça s'appelle des électroencéphalogrammes. Je vais juste faire une petite pause pour vous montrer qui vient de me passer entre les jambes. Il s'appelle Baz et il est plutôt marrant. Bref, les électroencéphalogrammes, elles analysent les ondes électriques que ton cerveau envoie. Ça permet de voir notamment comment il réagit en fonction de certains stimuli. Et si les premiers ECG ressemblaient à ça, maintenant ça ressemble un peu plus à un casque de réalité virtuelle et donc c'est embarquable dans une voiture par exemple. Alors une fois que tu as ton casque ECG sur la tête, il suffit plus que de décrypter les ondes électriques de ton cerveau en temps réel pour être capable de dire que telle ou telle instruction veut dire tourner à droite ou tourner à gauche. Et comme on est un petit peu tous différents, en fait il faudrait un logiciel pour pouvoir entraîner le CG sur les ondes particulières de ton cerveau avant que tu te mettes dans la voiture. Et le truc bien de tout ça, c'est qu'en fait une équipe de chercheurs berlinoises a déjà fait le boulot. Leur but c'était de trouver un moyen pour les handicapés physiques de retrouver une autonomie de conduite. Ou même plus simplement pour des personnes paralysées de pouvoir se déplacer en chaise roulante en pensant. Le concept il s'appelle Brain Driver et c'est un ensemble de 16 capteurs ECG qui sont mis sur la tête du conducteur dans une voiture autonome. Et donc c'est la voiture qui va faire la majorité du boulot. En fait c'est elle qui va détecter les routes, les dangers, les signaux, etc. Tout simplement parce que le logiciel il sera pas capable de dire tourne un petit peu à gauche. Non, un poil plus. Mais non, il y a un poteau là. En fait, faut qu'il puisse donner des instructions simples. Droite, gauche, c'est tout. Et un autre gros problème là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas capable de détecter si dans ta tête, tu es en train de penser au mot gauche ou au mot droite. Parce que ça va allumer à peu près les mêmes lumières dans ton cerveau. Donc les chercheurs, ils ont dû trouver des techniques pour activer le cortex moteur du cerveau. Et donc le conducteur, il devait essayer de visualiser un cube qui déplaçait dans sa tête à droite ou à gauche pour faire tourner la voiture. Et donc à chaque intersection, la voiture, elle s'arrêtait. Et là, le conducteur devait déplacer son cube dans sa tête pour que les signaux du cortex moteur soient analysables par la voiture et qu'elle prenne une décision. Bref, dans tout ça, le plus gros problème, c'est que dans toute l'équipe de chercheurs, il y a une seule personne qui a réussi à conduire la voiture comme ça. Pour tous les autres, ça a été un flop. Mais donc oui, c'est potentiellement possible de conduire une voiture par la pensée, mais c'est pas encore très pratique. Peut-on faire un vol normal au pilote automatique ? Quand tu parles de vol normal, je suppose que tu veux dire vol commercial, un truc où tu payes ton billet et puis t'arrives à destination. Et ta question, elle est hyper légitime parce qu'au début de la crise du Covid, le monde de l'aviation, il était en panique parce qu'ils avaient plus assez de pilotes pour les prochaines années. La demande mondiale de voyage en avion était en train d'exploser, alors que le nombre de pilotes formés par an avait quand même plutôt une tendance à diminuer. Bon, maintenant, les cartes ont été pas mal rebattues et on sait pas trop ce qui va se passer après la crise. Mais il y a quand même des chances qu'à un moment ça reparte. Et donc bref, assez naturellement, avec l'avancement des technologies et le manque de pilotes, la question d'avion sans pilote, elle s'est posée depuis un bout de temps. Et il y a notamment Airbus qui a annoncé l'année dernière que leur technologie d'avion sans pilote, elle était prête. Ils ont annoncé en juillet de cette année avoir fait déjà plus de 500 vols sans pilote et complètement réussi sans problème. Et donc le vrai problème des avions sans pilote, c'est pas la technologie, c'est nous. Bah ouais, ces dernières années, il y a eu pas mal de crashs d'avions, des avions disparus, l'histoire des Boeing 737 MAX qui sont tous cloués au sol. Bref, en fait, la confiance dans l'industrie aérienne, elle est pas à son top niveau. Et donc tout simplement, il y a pas grand monde qui voudrait rentrer dans un avion sans pilote aujourd'hui. Ça paraît tout bête, hein, mais au début, il y aura pas grand monde qui voudra payer un billet d'un avion sans pilote. Et en plus, ça pose plein de problèmes d'enlever les pilotes. Notamment déjà des problèmes politiques, parce que ça supprime des emplois assez qualifiés et qui sont complètement inconvertibles vers autre chose. Ça crée aussi des problèmes d'assurance en cas de crash, parce que pour l'instant, on essaye toujours de savoir s'il y a eu une erreur humaine ou pas quand il y a eu un crash d'avion. Et à coût de plusieurs centaines de millions d'euros par avion, ça coûte cher. Donc faut pouvoir désigner un coupable quand il y a un problème, et encore plus quand il y a des vies qui sont en jeu. Et avec l'augmentation exponentielle de la présence d'automatisation dans le secteur du voyage, ça devient de plus en plus compliqué de savoir où était le problème. Donc pour répondre à ta question, c'est possible, mais c'est pas pour ça que ça arrivera bientôt. Allez, c'est fini pour cet épisode de Peut-on. Oublie pas de poser toutes tes questions qui commencent par Peut-on et qui concernent l'espace, le système solaire, la Voie lactée, les étoiles, tout ce que tu veux qu'il y a au-dessus de nous. Si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes et laisse toutes tes impressions en commentaire. A plus!